Nouvelle plongée dans la séquence consacrée à la construction européenne et à la construction du sentiment d'appartenance européen. Et là, nous entrons de plein pied dans le vif du sujet avec une première étude, premier dossier consacré aux grandes étapes du projet européen depuis 1950. C'est-à-dire la frise chronologique, mais en un peu plus détaillé, un peu plus complet. Avec aujourd'hui, comme dominante à notre première leçon, une dominante historique. Oui, ça fait quelque temps qu'on faisait surtout de la géographie. Eh bien aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir, puisqu'on a déjà vu pas mal de choses dans les séances précédentes, découvrir ou redécouvrir les grandes étapes du projet européen depuis les années 1950. Et nous allons donc nous demander quelles ont été les grandes étapes de la construction européenne au cours des 7 dernières décennies écoulées, c'est-à-dire les 70 dernières années. Donc on va essayer de dégager les logiques et les enjeux d'une bonne soixantaine d'années de construction européenne. Et en fait, pour bien comprendre les enjeux et les étapes clés de la construction européenne, il faut même repartir un peu avant 1950, il faut repartir en 1945, lorsque l'Europe est encore pour quelques mois plongée dans ce qu'on a appelé la Seconde Guerre mondiale, mais qui fut d'abord, comme 14-18 d'ailleurs, une guerre entre Européens. Et vous reconnaissez, je l'espère, la photographie que nous avons étudiée au cours de la séquence consacrée à la guerre froide. Nous sommes en Union soviétique, nous sommes sur les bords de la presqu'île de Crimée, nous sommes au bord de la mer Noire, nous sommes chez Staline, qui est assis à droite de la photographie, qui reçoit au cours de cette conférence interalliée de Yalta, en février 1945, ses deux homologues, ses deux frères d'armes que sont les États-Unis d'Amérique, avec le président Franklin Delano Roosevelt au centre, tournés vers Winston Churchill, qui a revêtu un uniforme militaire pour ne pas se laisser impressionner par Staline, qui lui est en grande tenue de maréchal de l'armée rouge. Et quel rapport me direz-vous avec notre sujet? Eh bien, c'est que l'Europe est bel et bien présente à Yalta, mais elle n'est représentée que par la seule présence du Britannique Churchill. Et Churchill lui-même trouve que l'Europe est relativement peu représentée face aux deux mastodontes que sont l'Union soviétique à l'est de l'Europe et les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas des Européens, même si le peuplement des États-Unis est originaire de l'Europe, les États-Unis ne sont pas un territoire européen. C'est l'une des raisons qui vont pousser Churchill à pousser ses deux collègues à accepter la présence d'un autre État européen par la suite, et cet autre État européen sera la France, mais évidemment pas celle du maréchal Pétain, la France du général de Gaulle, la France libre, la France victorieuse. Deux États européens face aux deux super poids lourds que sont l'Union soviétique et les États-Unis. Et l'enjeu est d'autant plus grand que dès les débuts de la guerre froide, c'est-à-dire en 1947 et jusqu'en 1991, comme le montre cette affiche anticommuniste française, eh bien l'Europe, le continent européen, devient non seulement un enjeu majeur de la guerre froide, mais devient littéralement une ligne de front de la guerre froide,
hein, puisque le rideau de fer en particulier, sans même parler plus tard du mur de Berlin, montre bien que l'Europe est bipolarisée et qu'elle est entre guillemets otage de la situation, et que si jamais un dérapage devait avoir lieu, et si jamais un affrontement militaire direct devait se dérouler entre, bref, une troisième guerre mondiale entre l'URSS et les États-Unis, eh bien, l'Europe serait en première ligne. Et d'ailleurs, cette affiche anticommuniste souligne le déséquilibre militaire entre les divisions présentes pour protéger l'Europe de l'Ouest, qui sont au nombre de 61, contre 265 pour les divisions de l'armée rouge, sauf que les 61 divisions de ce qu'ils appellent l'Europe libre, hein, l'Europe de l'Ouest, ce sont essentiellement des divisions américaines. C'est-à-dire que l'Europe ne pèse pas. Son destin est en jeu, mais les Européens sont menacés par l'orage soviétique et protégés par le parapluie américain. Donc c'est pas brillant pour l'Europe. Parce que pour l'Europe, la situation n'est pas brillante. C'est le moins qu'on puisse dire en 1945. L'Europe est ruinée, l'Europe est dévastée, l'Europe a été transformée en champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, à des théâtres d'opérations majeures, et l'Europe n'a été libérée que par l'intervention de deux puissances, dont l'une n'est qu'en partie européenne, l'URSS, et l'autre ne l'est pas du tout, les États-Unis. Et ce qu'il se passe, hein, on l'a vu, c'est que comme les Américains ont libéré l'Europe d'ouest en est et que les Soviétiques en ont fait de même, mais d'est en ouest, eh bien on arrive finalement en 1945 à une Europe schématiquement coupée en deux. Une Europe de l'Ouest et méditerranéenne libérée par les États-Unis, et une Europe de l'Est centrale, plus ou moins libérée par l'armée rouge de Staline. Donc en fait, deux moitiés d'Europe. Et on en arrive à cette situation que, au cas où les relations se gâteraient entre les États-Unis et l'URSS, ce qui ne manquera évidemment pas d'arriver, et bien, comme le prévoyait cette caricature, cette affiche signée Delahaye, et bien, au tout début de la guerre froide, et bien, on voit que l'Europe risque d'être broyée entre les deux futurs blocs de la guerre froide, et surtout entre les deux super grands de la guerre froide, c'est-à-dire les États-Unis à l'ouest et l'URSS à l'est, sauf si jamais les Européens parvenaient à recréer une puissance qui leur permettrait d'exister par eux-mêmes et finalement de s'extirper de ce piège de la guerre froide que constitue la situation de bipolarisation, hein, de cette Europe coupée en deux. Mais pour que l'Europe pèse, pour que l'Europe soit maîtresse de son destin, parce que c'est ça l'idée, hein, pour que l'Europe soit indépendante, pour dire les choses encore plus clairement, il faut que l'Europe soit unie dans des États-Unis d'Europe. C'est une vieille idée dont parlait déjà Victor Hugo au XIXe siècle, ces États-Unis d'Europe, eh bien ça deviendra la construction européenne. On a dit des deux guerres mondiales, 1914-18 et 1939-45, qu'elles avaient été un double suicide de l'Europe. Et c'est dans ce contexte qui lui est très défavorable à l'Europe, hein, qui est très déprimant pour l'Europe, que s'inscrit la déclaration Robert Schuman, du nom du ministre français des Affaires étrangères, qui veut lancer sur les rails ce projet d'États-Unis d'Europe, qui sera donc à l'origine de la construction européenne et de son idéal. Mais Schuman est un homme pratique, est un homme concret, qui sait qu'en plus il a des marges de manœuvre extrêmement réduites, hein, puisqu'il ne faut se fâcher ni avec l'Union soviétique ni avec les États-Unis, et en plus qu'il faut rassembler des ex-ennemis.
C'est dans ce contexte qu'il prend la parole pour rappeler que la réconciliation franco-allemande est une priorité absolue, nécessaire, indispensable à la survie finalement de l'Europe, et que cette réconciliation doit se marquer concrètement dans la vie quotidienne des Européens par une coopération économique fondée sur le charbon et l'acier, denrées tellement indispensables à la reconstruction économique et à la vie quotidienne des Européens dans cette immédiate après-guerre qui n'est déjà pas facile pour les Européens et au moment en plus où se structure, se construit la bipolarisation associée à la guerre froide. Nous sommes le 9 mai 1950. Et ce 9 mai 1950 est donc la première étape du projet européen, la première date clé de la construction européenne. Ça aurait pu être un coup d'épée dans l'eau, hein, mais ça n'est pas le cas puisque la France a tendu la main à ses anciens ennemis italiens et allemands, particulièrement allemands, hein, qui ont accepté de coopérer finalement dans cette expérimentation, dans ce galop d'essai que constituera la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, une Europe à 6, donc dans un domaine très délimité, hein, c'est uniquement une coopération économique dans un premier temps, mais entre anciens ennemis de la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est très important, sachant que l'Allemagne qui est impliquée, c'est celle de Konrad Adenauer, autrement dit c'est la RFA, c'est l'Allemagne de l'Ouest, hein, puisque l'Allemagne de l'Est, elle, est dans l'orbite soviétique, donc pas question pour elle d'intégrer cette communauté européenne du charbon et de l'acier, cette Europe des 6 expérimentale. Et cette Europe du charbon et de l'acier née du traité de Paris de 1951 est suffisamment un succès pour que en 1957, le 25 mars, par les traités de Rome, eh bien, cette Europe du charbon et de l'acier se transforme en communauté économique européenne, mais avec des objectifs bien plus larges qu'une simple coopération économique dans tous les domaines, puisque comme le montre cette affiche italienne, hein, même si vous, comme moi, vous ne parlez pas l'italien couramment, vous n'aurez pas besoin de passer par Google Traduction. Europa unita per il progresso e per la pace, hein, une Europe unie pour le progrès, donc ça c'est le progrès social et économique, mais aussi pour la paix. Et oui. Et on voit 6 jeunes filles qui représentent eh bien, les 6 États membres, hein, ce sont les 6 mêmes que pour la CECA, c'est-à-dire le Benelux, mais aussi la France, mais aussi la Belgique et aussi l'Allemagne de l'Ouest, qui sont main dans la main, comme des sœurs, et qui se fabriquent un destin commun à travers 2 traités. Un premier traité, le moins connu, qui met en place une Europe du nucléaire civil, hein, ben oui, parce que il va falloir beaucoup d'énergie et le charbon ne suffira pas. Donc les Européens mettent en place une coopération technologique pour développer une filière nucléaire civile, ce qu'on appelle l'Euratom. Et puis aussi, hein, Mercato Comune, un marché commun. Et ça, il faut qu'on revienne là-dessus parce qu'il se pourrait que vos grands-parents, quand ils parlent de l'Europe, si vous abordez le sujet avec eux, vous parlent du marché commun. Parce que ça a été souvent, longtemps, l'autre nom de la communauté économique européenne. On l'appelait le marché commun.
Le traité de Rome du 25 mars 1957 prévoit en particulier la coopération économique entre les États membres, ce qui débouchera d'ailleurs sur le programme Airbus, hein. On l'a vu en géographie dans la partie des espaces productifs. Le programme Airbus est essentiellement l'œuvre de la construction européenne et en particulier du couple franco-allemand, même si d'autres pays se sont agrégés autour. Et puis surtout, dans son article 3, le traité de Rome prévoit l'élimination entre les États membres des droits de douane, c'est-à-dire la fin du protectionnisme. Renault pourra vendre en Italie aussi librement que Fiat pourra vendre en France, par exemple. C'est aussi l'abolition des entraves, des obstacles à la libre circulation des personnes. C'est déjà donc cette idée que l'on peut circuler et même au-delà vivre et travailler librement dans les autres pays européens de la construction économique européenne, la CEE, à 6. Donc là, c'est une première étape vraiment fondamentale. Et une manière pour l'Europe de s'affirmer malgré tout et malgré en particulier la guerre froide. Nous arrivons à l'année 1992. Petite Europe a bien grandi puisqu'on est passé progressivement de l'Europe des 6 à l'Europe des 12. 12 comme 1992, c'est facile à retenir, mais c'est l'année où l'Europe change de dimension puisque la communauté économique européenne laisse la place à l'Union européenne. Et encore une fois, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça n'est pas un simple changement de nom. L'Europe amplifie sa construction européenne parce que le traité de Maastricht est bien plus ambitieux encore que les traités de Rome, dont il a repris la logique, hein, c'est-à-dire toujours la libre circulation, mais vous allez voir que ça va bien au-delà. Parce que même si le contexte géopolitique a changé en 1992, hein, fini la guerre froide, l'Union soviétique vient d'exploser, le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est, le bloc communiste a disparu, donc l'Europe n'est plus prise en sandwich entre les deux superpuissances, entre les deux blocs de la guerre froide, certes, mais l'Europe n'est toujours pas adulte et l'Europe est toujours sous la pression, pour ne pas dire sous la menace. Alors, du super grand, l'unique super grand américain, puisque ben oui, l'URSS a disparu, donc les États-Unis règnent en maître, et les États-Unis, leur intérêt, c'est de ne pas laisser faire l'Europe pour qu'elle devienne une rivale, une concurrente. Donc les États-Unis passent du statut d'allié indispensable, de dernier recours, à celui de concurrent, hein, l'oncle Sam déguisé en Superman, avec curieusement d'ailleurs un faux air de Donald Trump. Hein, c'est peut-être pas un hasard finalement. Et puis en face, eh bien, une nouvelle menace qui prend la place du bloc communiste. Alors, c'est pas une menace militaire, c'est pas une menace politique et idéologique, mais c'est une menace commerciale, économique. C'est le Japon. Bon, à l'époque, c'était le Japon. Hein, aujourd'hui, ça serait la Chine. Bon, l'Asie, si on veut. L'Asie, le Made in China ou le Made in Japan, qui font que l'Europe est un poids plume, que l'Europe, sur le plan économique et commercial, a tout à craindre de la confrontation avec l'Asie, qu'elle soit chinoise ou japonaise. Et donc, en fait, si l'Europe, comme au temps de la guerre froide, ne veut pas se retrouver écrasée par les deux poids lourds de l'économie mondiale de l'époque, eh bien l'Europe, si elle veut faire le poids, elle doit adopter le traité de Maastricht. Tel était l'argument du Parti socialiste, notamment pour inciter les Français
a voté oui à l'adoption du traité de Maastricht. Et le fait est que le oui français l'a emporté d'un fil, puisqu'il ne l'a emporté que par 50,04% des suffrages, c'est-à-dire que le président français de l'époque, François Mitterrand, a laissé les Français décider par la voie du référendum, comme la Constitution de la Ve République l'autorise à le faire, c'est-à-dire qu'au lieu que le traité soit adopté régulièrement par les députés et sénateurs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le président Mitterrand a demandé aux Français de décider par eux-mêmes selon le principe de la souveraineté nationale, et donc par la voie du référendum, et la décision des Français s'impose à la majorité et a valeur de loi. Et donc c'est d'un cheveu seulement que le traité de Maastricht a vu le jour, parce qu'il suffisait qu'un des 12 refuse, il aurait bien pu être la France, et c'en était fini du traité de Maastricht, au moins dans cette version-là. Et d'ailleurs en 2005, pour un autre traité, eh bien, les citoyens français bloqueront la machine, si j'ose dire, puisqu'ils rejetteront en 2005 à 55% un projet de constitution européenne, un projet destiné à moderniser les institutions de l'Union. Donc, c'est pour dire si cette Europe de Maastricht a failli ne pas voir le jour. Et si le traité de Maastricht n'avait pas vu le jour, eh bien la monnaie communautaire, qu'on appelle aussi parfois la monnaie unique, du moins pour les pays qui l'ont adoptée, les pays de la zone euro, les 19 pays de la zone euro aujourd'hui, rappelez-vous, eh bien cette monnaie européenne n'aurait peut-être pas vu le jour, ou aurait vu le jour plus tardivement. C'était d'ailleurs un des arguments de ceux qu'on appelle les souverainistes, c'est-à-dire ceux qui étaient opposés au traité de Maastricht et qui plus globalement, Maastricht étant une petite ville des Pays-Bas, je ne me rappelle plus si je l'ai dit avant, je crois pas, les souverainistes, c'était leur argument, les souverainistes et puis plus globalement ceux qui sont des opposants à l'idéal européen, s'oppose à la construction européenne parce qu'il considère que la construction européenne dépouille la France de son indépendance, de sa liberté d'action, et que par exemple, si on adopte l'euro, ça veut dire qu'on abandonne le franc, c'est-à-dire la monnaie nationale. Voilà. Et pour les souverainistes, c'est quelque chose d'inacceptable. Le traité de Maastricht ayant été adopté d'un cheveu, mais ayant été adopté, eh bien la construction européenne, le projet européen poursuit son cours avec la mise en place d'une monnaie communautaire, l'euro. Alors, on ne peut pas dire que ça soit fait simplement, parce que décider d'une monnaie commune, d'accord, mais après, concrètement, techniquement, c'est compliqué, parce que chaque monnaie ne se vaut pas. Et donc l'euro a été calqué sur le mark allemand, qui était la monnaie de référence, la monnaie la plus forte. Et c'est là qu'on voit que le franc français était une monnaie plus faible, parce que le taux de parité entre le mark et l'euro, c'était 6 francs 957, 6,55 957 francs pour un mark. Autrement dit, 1 euro. En 1999, quand l'euro est né, même s'il n'apparaît dans les porte-monnaies français qu'au 1er janvier 2002, eh bien 1 euro vaut un mark, c'est-à-dire vaut 6,55 957 francs. Mais Maastricht, le traité de Maastricht ne se limite pas, et c'est déjà beaucoup, à une monnaie unique et à des institutions modernisées. Le traité de Maastricht est aussi et surtout porteur de la citoyenneté européenne, à travers notamment son article 8. Mais de la citoyenneté européenne, je vous parlerai lors de la prochaine séance, qui sera la toute dernière, parce que cette citoyenneté européenne est fondatrice
ou du moins porteuse, du sentiment d'appartenance européen, ou éventuellement, si on y opposait, de son rejet. Plus près de nous, puisque à partir de 2004, là aussi une grande étape de la construction et de l'idéal européen, et là on peut dire qu'on arrive presque finalement à l'achèvement du rêve du projet européen, c'est ce qu'on appelle parfois la réconciliation européenne, c'est-à-dire que dans le contexte de l'après-guerre froide, l'ancien bloc communiste, les anciennes démocraties populaires téléguidées par l'URSS, eh bien, sont maintenant redevenues des nations indépendantes, démocratiques, enfin pour la plupart du moins, et que ces pays et leurs populations sont mûrs pour adhérer à la construction européenne, ce qui était évidemment impossible avant la fin de la guerre froide, avant la chute du mur de Berlin notamment. Et donc ces pays de l'Europe centrale et orientale, les PECO, eh bien, vont être intégrés au fur et à mesure des élargissements, des vagues d'intégration dans la construction européenne à partir de 2004 jusqu'en 2013 pour le dernier pays intégré, c'est-à-dire la Croatie. Et l'Europe arrive à un maximum historique de 28 États membres, sans compter ceux qui n'en sont pas membres mais qui sont plus ou moins associés au cas par cas, ponctuellement sur des traités particuliers comme la Norvège par exemple, ou même la Suisse. Avec néanmoins deux risques de taille qui ont été dénoncés parfois d'ailleurs par les opposants à la construction européenne, les fameux souverainistes, ou même dénoncés par des Européens convaincus, mais qui sont surtout convaincus qu'il ne faut pas brûler les étapes et aller trop vite dans la construction européenne au risque finalement de l'effondrer. C'est-à-dire que les 13 États membres admis entre 2004 et 2013, ces PECO, ces pays d'Europe centrale et orientale, sont avant tout des pays pauvres, des pays très en retard, des pays qui payent un demi-siècle d'économie et de société communiste, avec une faillite du système, puisque c'est quand même la faillite du système communiste qui est la cause majeure de l'effondrement de l'URSS et de la fin de la guerre froide en Europe. Et donc ce sont des pays bien plus pauvres, dont la démocratie se révèle parfois fragile, parce que c'est pareil, quand on a vécu plus d'un demi-siècle sous dictature communiste plus ou moins stalinienne, on n'en sort jamais véritablement indemne. Donc, alors que l'Europe a été construite autour de pays suffisamment riches et développés, c'était un club de pays riches et développés, l'Union européenne, et bien là, c'est vrai que l'Europe tend la main à des pays beaucoup plus pauvres et à la tradition démocratique beaucoup moins solidement ancrée que pour l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait un premier risque. L'autre risque, et qui est peut-être plus important, qui est peut-être plus dangereux pour la construction européenne elle-même, c'est le fait qu'à 27, il est beaucoup plus difficile de prendre des décisions que quand on était les 6 États fondateurs historiques de 1957. Parce que déjà, quand on est 6 et que l'on doit gérer l'intérêt communautaire européen tout en ne négligeant pas l'intérêt national,
c'est pas toujours facile de trouver un accord parce que l'intérêt de la France n'est peut-être pas forcément l'intérêt de l'Allemagne ou de l'Italie. Donc il y a des égoïsmes nationaux qui rentrent en ligne de compte et c'est normal. Euh, c'est d'ailleurs ce que revendiquent les souverainistes et effectivement, chaque pays a des intérêts nationaux, chaque pays est en concurrence avec les autres, hein, parce que le libre-échange, le marché commun, ça implique la concurrence. Donc évidemment qu'il faut prendre des décisions de manière à protéger les intérêts vitaux de de son économie ou de sa société, c'est normal. Mais alors, ce qui est déjà difficile à obtenir à 6 devient quasiment mission impossible à 27. Alors à l'époque, la Croatie n'était pas encore entrée dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y a 27 partenaires autour de la table ronde. Hein, et que Pierre Kroll, dans cette caricature du journal belge le soir, exprime de manière simplissime, et c'est ça qui est génial, le fait que pour les Européens, ça va être très très compliqué de se mettre d'accord parce que pour des réformes majeures, il ne faut pas, comme c'est l'usage dans une démocratie, il ne faut pas l'accord d'une majorité, il faut l'accord de tous les États membres. Et autrement dit, il faut l'unanimité. Et ça veut dire que certains pays vont faire monter les enchères, vont menacer de bloquer les décisions européennes si on ne leur accorde pas des concessions. Alors on a longtemps reproché aux Anglais ce rôle de, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'agaceur, ce rôle de bloqueur de décision, hein, mais depuis les Polonais par exemple, et sans même parler des Hongrois sur lesquels on reviendra lors de la prochaine séance, sont aujourd'hui des pays qui mettent des bâtons dans les roues de la machine européenne, qui la bloquent autant qu'ils le peuvent, euh, parce qu'ils essayent de négocier systématiquement des avantages nationaux. Et donc du coup, c'est une prise de risque de s'élargir en gardant cette idée que pour les réformes les plus essentielles de la construction européenne, il faut obtenir l'unanimité. À ces deux risques identifiés et que je viens de développer pour vous, s'ajoute un troisième risque, c'est celui d'un divorce entre ceux qu'on appelle les technocrates, c'est-à-dire les hommes politiques et leurs conseillers, qui ont une conception de l'Europe qui peut profondément diverger de l'Europe telle que la désirent les peuples, les nations, et on peut arriver à un fossé d'incompréhension entre les deux groupes, entre ceux qui décident, donc les fameux technocrates, et puis ceux qui subissent, c'est-à-dire les gens d'en bas, comme on aurait tendance à le dire aujourd'hui. Et ce divorce entre ces deux catégories d'Européens est transnational, hein, traverse les frontières. Et on l'a vu à l'occasion en 2005 du référendum portant sur un projet de constitution européenne qui devait être adopté par tous les pays, soit par les parlements nationaux, soit par la voie du référendum par les citoyens et citoyennes qui devaient se prononcer pour ou contre ce projet de constitution européenne, étant entendu que si un seul pays faisait blocage, le projet ne verrait jamais le jour, et il s'est trouvé qu'en France, pays fondateur, pays moteur de la construction européenne, eh bien, le non l'a emporté le 29 mai 2005, et l'a emporté d'ailleurs assez largement, avec presque 55% des voix, ce qui a provoqué une crise vis-à-vis des pays qui, eux, avaient décidé d'adopter ce projet.
Et ça a surtout montré bien que la construction européenne connaissait de sérieux ratés et que le moteur était en train de caler et que la construction européenne était en panne. Et de fait, la construction européenne a eu du mal à digérer cette accélération de la construction européenne, hein, puisqu'on est passé quand même de 15 à 28, on a presque doublé le nombre des États membres en un peu plus d'une décennie. Et peut-être que c'était trop rapide, et la preuve, on a peut-être une indication de preuve avec le fameux Brexit, c'est-à-dire le fait que les Anglais provoquent une crise, parce que c'est quand même une crise que ce départ du Royaume-Uni de la construction européenne, parce que ça n'avait été prévu par personne. Ça n'avait tellement pas été prévu qu'il n'y avait pas de, comment dirais-je, de mode d'emploi légal pour quitter l'Union européenne. C'est-à-dire que on avait prévu tous les cas de figure pour des demandes d'adhésion, mais en aucun cas pour des demandes de sortie. Il apparaissait inconcevable qu'un État membre de l'Union européenne veuille quitter cette Union européenne. Il y avait un peu cette idée finalement que l'Union européenne c'était une sorte de Graal, une sorte de paradis, et quand on est au paradis, quelle drôle d'idée que de vouloir le quitter finalement. Sauf que les Britanniques se sont prononcés par référendum en faveur du out, hein, du Brexit, du leave, c'est-à-dire quitter l'Union européenne, hein, c'est-à-dire le rouge, et on voit que c'est très tranché. Les Anglais et les Gallois ont presque comme un seul homme choisi de quitter l'Union européenne, à l'exception du territoire anglais le plus européanisé, le plus mondialisé, c'est-à-dire Londres, parce que les Londoniens, eux, ont bien compris tout ce qu'ils avaient à perdre à quitter l'Union européenne. Et puis, c'est en Écosse et en Irlande du Nord, qui ont été généreusement financés par l'Union européenne, que la majorité s'est prononcée pour le Remain, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne, mais au niveau national, ils étaient minoritaires. Et donc, le Brexit de 2016 à 2020, enfin depuis 2020 surtout, est la preuve que la construction européenne est en crise. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé des Anglais qui ont quitté l'Union européenne, on a moins parlé de ceux qui avaient été tentés de l'intégrer et qui ont finalement décidé de ne pas le faire. Et je pense notamment aux Islandais qui ont décidé de retirer leur projet de candidature. Et dans un autre domaine, quand la Pologne a fait savoir qu'elle voulait adopter l'euro, le Premier ministre polonais a eu cette curieuse phrase dans sa déclaration officielle qui en dit long quand même sur la crise de confiance envers la construction européenne. Je vous demande de ne pas prendre cela pour une plaisanterie. Nous avons bien l'intention d'intégrer la zone euro. Bah oui, comme si effectivement ça pouvait paraître curieux aujourd'hui de vouloir confirmer son ancrage dans la construction européenne en adoptant la monnaie de l'Union européenne. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que comme les Anglais bloquaient assez fréquemment, on va dire, la construction européenne, le fait qu'ils l'aient quittée va peut-être finalement permettre de simplifier les choses. Et puis, à toute chose malheur est bon, l'actuelle guerre menée par la Russie contre l'Ukraine aura au moins eu ce mérite dans un premier temps, c'est de fédérer, c'est de souder l'Europe de l'Union européenne, dans la résistance à l'invasion russe de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on a vu une unanimité quasi inaccessible en temps normal, on a vu une unité au moins de façade, parce que certains pays comme la Hongrie sont pro-russes, mais ont décidé prudemment de se taire et de laisser les pro-ukrainiens s'exprimer.
Et on a vu une unanimité européenne prendre la défense de l'Ukraine, ce qui fait que cette guerre en Ukraine est peut-être une chance c'est un malheur pour l'Ukraine, mais c'est une chance peut-être pour l'Europe de s'affirmer enfin comme une puissance géopolitique et plus seulement une puissance commerciale, parce qu'on a vu par exemple des pays européens envoyer des armes à l'Ukraine et prendre ainsi le risque d'être considéré par la Russie comme un co-belligérant, c'est-à-dire avec un risque pourquoi pas d'entrer en guerre contre la Russie. C'est quand même une manière de s'affirmer en tant que puissance géopolitique à 27, et ça, c'est peut-être porteur d'espoir pour l'avenir si l'Europe parvient un jour à parler à peu près d'une seule et même voix au reste du monde. Et dans ce cas-là, on pourra dire que l'idéal européen n'est plus un rêve, mais est devenu une réalité.